De faire passer à tour de rôle les intervenants. Donc on aura Monsieur Iwangu Mukani qui est là, que vous connaissez. Également Monsieur Luc Bengonsi. Pour certains, c'est le président du mouvement de redressement national, entendez par là le Morena. Donc, qui est arrivé pratiquement le mercredi dernier, très tard dans la nuit. Donc, je voudrais d'abord le remercier, M. Luc Bengonsi, d'être venu travailler donc avec l'Amérique du Nord dans le cadre du projet de l'Assemblée constituante. Donc, M. Luc Bengonsi est venu nous apporter donc sa contribution dans ce débat que nous allons poser très prochainement au Gabon. Et donc, M. Bengonsi va répondre certainement à un certain nombre de préoccupations que les compatriotes vont poser ou que certains ont. Et ce sera l'occasion donc pour vous de vous adresser directement au leader du Morena. Également aussi, cette séance est rehaussée par la présence de M. Iwangu Mukani. Mukani Iwangu, s'il vous plaît. Donc, vous le connaissez déjà, il est le président du Front pour la Tenance. Voilà, donc il est là depuis pratiquement une semaine, M. Iwangu, si je ne me trompe pas, ça fait une semaine que vous êtes là. Deux semaines déjà, voilà. Donc, c'est un honneur pour la diaspora gabonaise aux États-Unis de vous avoir et vous allez certainement apporter des éclairages sur la situation du front. Les Gabonais ont certainement des questions qu'ils vont vous poser avec l'objectif poursuivi par le front. Il y a également aussi une autre classe politique qui, comme vous le savez, aux États-Unis, d'ailleurs, vous avez reçu l'invitation de la diaspora de l'Amérique du Nord, qui vous a invité également dans le cadre de l'Assemblée constituante. Et ces Gabonais voudront également que vous leur apportez votre expertise dans ce travail. Et surtout, on vous reconnaît aussi la qualité de grand juriste. Donc, votre expérience et votre expertise sera très appréciée par l'Amérique du Nord. Donc, je ne serai pas très long, puisqu'on a déjà perdu du temps. Je vais appeler donc M. Bengonsi, qui va nous dire quelque chose, et ensuite, nous allons laisser la parole à M. Mukani Iwangu. S'il vous plaît. Ont invité officiellement le leader du Morena, Luc Bengonsi. Et donc, dans cette invitation, on a prévu une conférence débat avec les Gabonais aux États-Unis, ceux qui aimeraient poser des questions au leader du Morena. Mais également, nous avons prévu aussi que M. Iwangu puisse s'exprimer aussi dans le cadre de l'opposition, hein, parce qu'il est le président de l'opposition. Donc, cette rencontre de ce soir nous permet d'échanger avec vous tous. Donc, si vous avez des questions, ce sera l'occasion de poser des questions. Et voilà. Adresser au départ le salut patriotique des Gabonais restés dans notre pays. C'est un signe d'un contact permanent et qui nous lie. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier la diaspora de l'Amérique du Nord et principalement le docteur Mangara, qui a déployé tous les efforts pour faire en sorte que M. Mukani Iwangu et ma modeste personne se retrouvent à Washington aujourd'hui. Je précise
qu'au départ, nous devrions voyager ensemble, mais M. Moukani a reçu une invitation du gouvernement américain et il est venu avec plusieurs autres leaders gabonais. Donc, il n'a pas pu consacrer tout le temps qui était nécessaire à la rencontre qu'envisageait le docteur Mangara. Je tiens d'ailleurs à le remercier parce que je suis content qu'il soit là et qu'il vous apporte le maximum de précision, le maximum d'informations, parce qu'il a le don de la clarté du message. Je suis parti de Libreville pour être avec vous ce soir, tout simplement pour que nous puissions avoir des échanges sur la vie politique de notre pays. Certains, d'ailleurs, le docteur Mangara l'a évoqué lorsque nous avons eu des contacts téléphoniques en souhaitant qu'on vous fasse un petit rappel de l'histoire politique de notre pays. C'est sûr que plusieurs d'entre vous la connaissent, mais je ne ferai qu'un petit rappel, un bref rappel. Évidemment, le Gabon a commencé sa marche vers l'indépendance autour des années 56 avec la loi cadre. Et en 1958, le Gabon, comme tous les autres pays, avait participé au référendum du 28 septembre 1958 qui demandait aux populations africaines s'ils acceptaient leur entrée dans la communauté franco-africaine. La communauté franco-africaine qui était caractérisée par le fait que c'est le chef d'État français qui était président de la République, et dans les pays, les différents, ceux qui deviendront plus tard les présidents de la République, n'étaient que des premiers ministres. Donc, à l'époque, Léon Mba était premier ministre du Gabon. Nous laisserons de côté, parce que c'est parfois gênant, l'accession de Léon Mba au pouvoir, parce que c'est un moment assez important dans l'histoire de ce pays. Léon Mba, au sortir de l'élection, avait eu 8 députés. 8 députés sur 40. Les indépendants étaient au nombre de 12 et l'UDSG avait 20 députés. Mais les forestiers français à l'époque vont corrompre les 12 indépendants et réussir à prendre un député de l'UDSG pour permettre à Léon Mba de disposer de 21 députés et devenir ainsi le premier ministre du Gabon. Je dis que je ne voulais pas insister là-dessus parce que c'était un mauvais départ pour notre pays. Ce départ signifiait tout simplement qu'on passait outre la volonté souveraine du peuple gabonais. Donc, le référendum a abouti à la création de la communauté franco-africaine. Mais quand on regarde l'histoire aujourd'hui, on se demande pourquoi la France, en 1958, a posé la question aux pays africains. Car en 1960, unilatéralement, la France a commencé à accorder des indépendances à ces pays. Et cette fois, sans consulter les peuples africains. C'est donc par ce canal que le 17 août 1960, le Gabon accède officiellement à la souveraineté nationale. C'est l'objet d'un débat. Ce débat
aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Verschave disait que la France a donné des indépendances de façade, puisqu'elle a laissé en place toutes les institutions de la colonisation, toutes les institutions de la domination. C'est à ce titre que les communautés franco-africaines ont gardé le CFA, qui est géré par la France. Les réserves monétaires sont détenues par le Trésor français. C'est à ce titre que la France a décidé de continuer à imposer sa langue au niveau de tous les États. C'est à ce titre que la France a maintenu dans certains pays africains des bases militaires. C'est à ce titre, enfin, la liste est longue, que la France a pris comme décision que le sous-sol des pays comme le Gabon lui appartenait. C'est-à-dire que toutes nos richesses minières appartiennent à la France. Je dis je passe parce que ce sont des faits qui peuvent faire l'objet d'un grand débat. Et donc, en 1960, le Gabon accède à l'indépendance et en 1961, les deux partis principaux, qui étaient l'UDSG et le BDG, font ce qu'on a appelé l'Union nationale. C'est-à-dire l'Union nationale permettait donc à ce moment-là de former un gouvernement comprenant aussi bien les ministres issus du BDG et les ministres issus de l'UDSG de Bam. Donc ce gouvernement va fonctionner jusqu'en 1963. Et le problème est né du fait que Léon Mba voulait confier la présidence de la Cour suprême à Jean-Hilaire Obama. Et à l'époque, Obama était député à l'Assemblée nationale gabonaise. Il y avait incompatibilité entre les fonctions de député et les fonctions de président de la Cour suprême. Il était donc demandé à Jean-Hilaire Obama de faire le choix. Et Jean-Hilaire Obama a décidé de rester député à l'Assemblée nationale française. Et face à cette décision, Léon Mba a dissous l'Assemblée nationale gabonaise et fixé des élections, je crois, au mois de février. Et c'est cette décision qui va entraîner le coup d'État du 18 février 1964. Non, les Gabonais qui avaient entrepris de faire le coup d'État n'ont versé aucune goutte de sang. Mais c'est l'intervention française décidée à l'Élysée qui va faire en sorte que plusieurs Gabonais tombent. Je vous dirai au passage que lorsqu'on a exécuté le lieutenant Ndo, son collègue lui a dit de déposer les armes. Il serait traité en officier. Mais le lieutenant Ndo a répondu ceci: je préfère la mort à la honte. Et il a été abattu comme, dirions-nous, un chien par l'armée française. Donc, à partir de ce moment, les Gabonais ont perdu le contrôle de leur pays. Léon Mba, qui avait été secoué par le coup d'État, n'était plus en mesure de diriger convenablement le Gabon. Et malade dans son état, il a été interné en France. Et pendant cette période, la France a formé Albert Bernard Bongo à l'époque. C'est-à-dire qu'on préparait Bongo à assumer les fonctions de président de la République.
vous trouverez dans les documents plus tard que ce sont les Français qui ont forcé, notamment Foccart, Léon-Mba, à accepter Albert Bongo comme vice-président de la République. Parce que Léon-Mba, à l'époque, n'était plus en possession de toutes ses facultés. Et après l'élection, vous aurez peut-être un jour ce document, on amène Léon-Mba à l'ambassade du Gabon à Paris, et le commentateur ajoute, c'est un moribond qui signe de continuer à diriger le Gabon. C'est dans ces conditions que Bongo a pris le pouvoir au Gabon. Et bien sûr, le Gabon a vécu comme les autres pays africains sous le régime du parti unique. En 2008, j'ai précisé que ce n'était pas Bongo qui avait fait le parti, le PDG. J'ai dit non, puisque Bongo n'était pas en Côte d'Ivoire, où il y avait un parti unique. Bongo n'était pas au Togo. Bongo n'était pas au Congo. Tous ces pays étaient sous le système de parti unique. Et tous ces pays qui étaient sous domination française avaient reçu ou on leur a imposé le système à parti unique pour dominer les peuples et pour empêcher que ces peuples exercent leur souveraineté. En 1981, nous créons le mouvement de redressement national. Nous créons le mouvement de redressement national essentiellement pour demander au pouvoir et demander à la communauté internationale le retour au multipartisme, pour l'instauration d'une démocratie véritable, en vue d'une alternance pacifique au pouvoir. Parce que nous évitions qu'il y ait des effusions de sang. Nous évitions qu'il y ait à nouveau des coups d'État. Et nous demandons également qu'il y ait ce que nous appelons un éveil de la conscience nationale. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que cet éveil commence à s'opérer au niveau de la population gabonaise. Et enfin, nous demandons l'épurement des mœurs. Nous étions désolés, déçus de constater que les Gabonais ne respectaient plus les règles morales. Le vol n'était plus condamnable. Le crime n'était plus condamnable. Il y avait un laisser-aller total dans le pays. Nous pensions qu'il était utile qu'on recentre ce dossier et que nous reprenions la valeur morale qui régule normalement une société humaine. Mais comme réponse à cette revendication, nous avons été arrêtés et mis en prison. On nous a condamnés le 26 novembre 1982 pour les fondateurs du Morena à 20 ans de travaux forcés, 10 ans d'interdiction de séjour, et les autres membres du Morena ont eu des peines allant d'1 an à 10 ans. Dieu merci, nous sommes tous sortis de la prison, parfois diminués, parfois fatigués, mais nous sommes quand même sortis vivants. Et plusieurs personnes qui m'ont vu sortir en 1984 ne pensaient pas que je pouvais encore me mettre devant vous. Et Dieu merci, nous sommes là. Nous avons posé ce problème, mais le PDG qui est comme devise dialogue, tolérance, paix, n'a pas créé un cadre de dialogue pour que nous puissions examiner les possibilités effectivement de revenir au multipartisme
les possibilités d'un éveil de la conscience nationale et les possibilités de pouvoir mettre en place des mesures de répression qui pourraient faire en sorte que les Gabonais respectent les valeurs morales dans la société dans laquelle nous vivons. Malheureusement, malgré cet effort que nous avons fait, le parti unique a continué jusqu'à 1990. En 90, déjà en 89, le père Mbabessoul est arrivé. Mbabessoul qui était à Paris, qui faisait partie du Morena de Paris, le Morena qui avait participé à la libération de tous les détenus du Morena et qui avait souhaité que l'État français fasse en sorte que Bongo devienne un peu plus souple. Donc en 84 et 85, on nous a libérés. Et en 90, avec le 89, avec le retour de Mbabessoul, nous avons commencé certaines négociations avec le pouvoir en place, notamment avec Omar Bongo, qui nous avait promis le retour au multipartisme. C'était au mois de juin 89. Et quelques jours plus tard, Omar Bongo fait une déclaration habitante en signifiant, ou en nous signifiant presque officiellement, que tant qu'il serait président de la République, il n'y aurait pas de démocratie au Gabon. Il reprend les mêmes termes au 17 août 1989. Et en septembre 1989, nous lui adressons, le Morena lui adresse une correspondance en lui demandant si les conclusions de notre rencontre étaient désormais caduques, puisqu'il estimait que tant que lui serait au pouvoir, il n'y aura pas de multipartisme. Néanmoins, en décembre 1989, le PDG demande à rencontrer le Morena. Et au cours de cette rencontre, le PDG propose la mise en place de l'UMP. Vous serez surpris que l'UMP est né au Gabon et pas à Paris, l'Union pour la majorité présidentielle. Et une partie de la délégation du Morena, notamment le défunt Yonaba et le défunt Guemaminto, refusent le principe d'une union pour la majorité présidentielle. Ils expliquent cette position sur le fait que le multipartisme n'étant pas encore reconnu officiellement, accepter de former l'Union pour la majorité présidentielle signifierait tout simplement que le PDG absorbait le Morena. Par conséquent, le multipartisme demandé n'arriverait pas. C'est à cette occasion que Mbabessoul nous a quittés, estimant que lui, il devait continuer son combat auprès du pouvoir. Il a donc proposé avec le pouvoir la création du RSDG, le Rassemblement social-démocrate, et nous avons rejeté le RSDG. Et dans notre déclaration, nous la terminions en disant « on ne démocratise pas en imposant ». Parce que le fait de nous proposer le RSDG était à nouveau une forme de PDG. Bien sûr que la révolte des étudiants va conduire à la convocation de la conférence nationale. Et cette conférence nationale aboutit au retour au multipartisme. Mais il faut noter, même si certains faits ont eu lieu dans la petite clandestinité, pendant les débats clandestins, Omar avait proposé à l'opposition de lui donner le poste de Premier ministre.
qu'en contrepartie, l'opposition acceptait qu'il garde le pouvoir jusqu'à la fin du mandat. Je peux dire que l'accord était conclu. Mais la veille, la fin de la conférence nationale, Bongo nommait Oyemba comme Premier ministre. Or, Oyemba ne faisait pas partie de l'opposition. Néanmoins, un gouvernement avait été formé et Oyonaba, qui était membre du bureau de la conférence nationale, avait accepté d'en faire partie. Donc, on peut nous le reprocher ou non, mais Oyonaba a accepté d'être membre du gouvernement en 1990. Néanmoins, au cours de la conférence, nous avions arrêté certains principes qui pour nous devaient garantir les fondements d'une démocratie. La limitation des mandats. 2 mandats au maximum. La réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Ce qui nous permettait à ce moment-là d'éviter qu'un chef de l'État reste au pouvoir pendant très longtemps. Nous avons arrêté le principe d'une élection à 2 tours. Une élection qui puisse être démocratique, pour nous, devait se faire à 2 tours. Il y a eu un certain nombre de dispositions qui étaient introduites dans la Constitution pour permettre au peuple gabonais d'exercer pleinement sa souveraineté. On créait le Conseil national de la démocratie, on créait le Conseil national de la communication, on créait la Cour constitutionnelle, et ainsi de suite, pensant que ces différentes institutions aideraient le peuple à assumer pleinement sa souveraineté, aideraient le peuple gabonais à sauvegarder ses intérêts. Bon, évidemment, Ouyono nous avait dit, laissez-moi au gouvernement, parce que si je n'y suis pas, le PDG va retirer l'ensemble des dispositions qui garantissent la démocratie au Gabon. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il ait eu tort, puisque aujourd'hui les élections sont à un tour. Le mandat présidentiel est retourné à 7 ans. Enfin, tout un ensemble. Il y a la Cour constitutionnelle est sous l'autorité de l'État. Le Conseil national, je ne crois pas de la démocratie, mais l'autre, qui s'occupe de la presse, de la communication, est sous la coupe du pouvoir. Donc, toutes les décisions qui avaient été prises dans l'intérêt de sauvegarder la communication, dans l'intérêt de sauvegarder l'exercice de la démocratie, ont presque disparu. Donc, chers compatriotes et chers amis, le Gabon se retrouve au moment où je vous parle dans une situation tout à fait particulière. Nous avons à la tête de l'État un homme qui n'a pas d'acte de naissance légal et reconnu. Un homme qui a accédé au pouvoir par effraction. Un homme pour diriger les Gabonais qui se fait entourer de non-Gabonais. Un homme qui ne se soucie pas en réalité de la situation et de l'avenir du peuple gabonais. Nous venons vers vous aujourd'hui pour d'abord réveiller votre conscience de citoyen gabonais.
je tiens à vous féliciter. Je l'ai dit à mon passage à Paris, à vous féliciter du fait que de plus en plus, les Gabonais de la diaspora se préoccupent de la situation et de l'évolution intérieure de leur pays, s'occupent de la situation sociale, la situation économique, la situation politique de leur pays. Nous pensons que ceci est très important. Vous êtes ici dans un grand pays démocratique. Vous êtes ici dans un pays qui a combattu pour accéder à la liberté. Vous êtes ici dans un pays comme étant les représentants de notre pays, le Gabon. Mais à cet effet, nous pensons que vous avez une petite obligation qui vous amène à réveiller auprès de vos compatriotes leur conscience pour qu'ils cessent de ne se préoccuper que de leurs intérêts personnels. Il est temps que les Gabonais comprennent que le Gabon est leur pays et que l'avenir de leur progéniture, l'avenir qu'ils pensent être heureux pour leurs enfants, ne peut être garanti que si nous nous battons pour construire un pays démocratique où il fait bon vivre. Il faudrait que nous comprenions, même si nous sommes ici, que les moyens dont nous pouvons disposer doivent contribuer à l'évolution de notre pays. Dans d'autres pays, la diaspora concourt à l'amélioration des conditions de vie des habitants des pays d'origine. Mais allez voir en Afrique de l'Ouest, tout ce que les gens prennent dans notre pays, soit qu'ils le gagnent honnêtement, soit qu'ils le volent. Allez voir en Afrique de l'Ouest les réalisations que les ressortissants de ces différents États font et qui sont l'œuvre des fonds transférés des pays où ils se trouvent, même en Occident, ou en Afrique du Sud. Vous aussi, nous pensons que vous avez l'obligation, par des moyens, aussi modestes soient-ils, de concourir à l'évolution de notre pays. Je ne voudrais pas aller très loin, et je voudrais vous rappeler que si vous êtes aux États-Unis, un pays qui garantit toutes les libertés, c'est parce que les autres ont réussi à combattre l'illégalité. Les autres ont réussi à combattre l'injustice, parce que les autres ont pris leurs responsabilités pour que les États-Unis disposent des institutions fortes. Barack Obama, de passage au Ghana en 2012, disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Il est donc temps que nous nous battions, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons en France, que nous soyons au Gabon ou dans tout autre pays du monde, que nous nous battions pour doter le Gabon, notre pays, d'institutions fortes qui garantiraient une meilleure vie aux générations futures. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Douala, pour votre intervention.